Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le Temple des Géants. Avez-vous déjà eu un de ces jours où vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Permettez-moi de vous présenter Sansuna, une géante de l'île de Gozo à Malte. La légende raconte que Sansuna a construit les temples mégalithiques de Gigantia à Malte, également connus sous le nom des Temples des Géants. Et la légende raconte qu'elle portait les énormes pierres sur ses épaules tout en berçant son nouveau-né dans un bras. Elle était si grande qu'elle pouvait transporter des blocs de pierre de la taille de camions. Cette légende étrange provient du simple fait que les temples de Gigantia sont construits à partir de pierres ridiculement grandes. Les gens arrivés à Malte après la construction des temples furent si choqués par leur taille qu'ils pensèrent que seuls des géants avaient pu les bâtir. Mais permettez-moi d'abord de revenir un tout petit peu en arrière. Si vous pensez que votre projet de rénovation de maison prend beaucoup trop de temps, imaginez un peu construire des temples en 3600 avant notre ère. Eh bien, c'est ce que faisaient les habitants préhistoriques de Malte. Et ce, à peu près à la même époque où les anciens Égyptiens commençaient à peine leur processus de momification. Cela remonte à presque 6000 ans, ce qui explique précisément pourquoi il y a tant de confusion autour du site aujourd'hui. Et même avec tous les outils dont disposent les archéologues, il est très difficile de dresser un tableau clair de quoi que ce soit d'aussi ancien. Cet endroit est si vieux que de nombreux mystiques ont spéculé que Malte était le dernier fragment restant de l'Atlantide et que ces temples furent en réalité construits par les Atlantes originels. Et d'autres théories spéculent que les temples de Malte ont commencé à être bâtis aussitôt qu'il y a 11 000 ans et non 6 000 ans. Et si cela s'avère vrai, les ruines de Malte seraient donc aussi anciennes que celles de Göbekli Tepe en Turquie, non loin de là. Quoi qu'il en soit, il ne reste aujourd'hui que des ruines croulantes à Malte. Certaines pierres de ces temples mesurent jusqu'à 6 mètres de hauteur et pèsent environ 50 tonnes chacune. Pour référence, cela correspond environ au poids de 10 éléphants empilés les uns sur les autres. Mais alors, comment des humains, apparemment primitifs sur une île aussi isolée, ont-ils déplacé ces blocs gigantesques, par magie? Grâce à une secte préhistorique de CrossFit, la réponse a été perdue dans les pages de l'histoire. Et lorsque les gens sont arrivés plus tard, tout le monde avait disparu et la seule explication qu'ils ont pu imaginer était celle des géants. Mais à l'époque moderne, les scientifiques supposent qu'il s'agissait probablement d'un mélange d'ingéniosité, de pierres roulantes et de beaucoup de patience. Toutefois, beaucoup continuent à pencher pour les géants comme explication ultime à ce mystère ancestral. Il y a 23 temples mégalithiques connus à Malte et Gozo, et de nouvelles structures continuent d'ailleurs d'être découvertes, comme une chasse au trésor archéologique sans fin. Et 6 de ces temples sont classés sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors si vous aimez l'histoire, les pierres géantes et tentez de percer des mystères, cet endroit est fait pour vous. Ces peuples anciens qui ont construit les temples mégalithiques de Malte avaient une compréhension des étoiles que nous ne pouvons qu'envier. Ils ont par exemple bâti le temple de Mnajdra en l'alignant avec le parcours du soleil, prouvant ainsi leur maîtrise de l'astronomie. Et à Agarkim, ils ont façonné une Vénus de Malte, un symbole de leur vénération, et peut-être ont-ils même exploité la puissance du soleil pour créer des spectacles lumineux à couper le souffle. Et les temples de Tarxien révèlent un côté plus sombre avec leurs sculptures complexes évoquant des rituels et des sacrifices d'animaux. Mais bien sûr, le clou du spectacle reste les temples de Gigantia, qui témoignent de la force légendaire de la géante Sansuna. Ces temples, datant d'au moins 3000 ans avant notre ère, soulèvent une question profonde. Qu'est-ce qui inspirait une architecture aussi grandiose? Un autre grand mystère réside dans le fait que la culture bâtisseuse des temples à Malte a disparu vers 2500 avant notre ère. À cette époque, tout s'est soudainement arrêté. Les théories varient, catastrophes climatiques, surexploitation agricole, maladies, personne ne le sait. Mais quelle que soit la cause, Malte a été abandonnée pendant des siècles. Lorsque des civilisations ultérieures ont récupéré Malte, elles ont réutilisé les temples abandonnés, parfois comme lieu d'inhumation. Et malgré toutes les recherches, la légende locale reste vivace. Gigantia et les autres temples furent bâtis par des géants. Mais il reste encore des secrets bien plus choquants cachés dans les temples de Malte, dont un aux implications mondiales. Mais tout d'abord, parlons des Transylvaniens de l'âge glaciaire, d'une nouvelle civilisation, mais aussi d'extraterrestres. L'âge des révélations. Des extraterrestres viennent peut-être d'être confirmés par le gouvernement américain. Et si vous n'y croyez pas, attendez de voir les faits. Selon un nouveau documentaire, les extraterrestres seraient parmi nous depuis 80 ans. Ce film a été présenté en avant-première en mars, lors du festival South by Southwest. Et pour ceux qui s'imaginent un vulgaire épisode de Ancient Aliens, que j'aime beaucoup au passage, c'est bien plus que ça.
Le réalisateur Dan Farah interviewait 34 responsables du renseignement militaire et du gouvernement américain pour son film. Il affirme que le gouvernement américain fait un effort concerté pour cacher des informations sur l'activité extraterrestre. Certes, ils ne sont pas tous des scientifiques, mais ce sont des chercheurs et des experts dans leur domaine. Le gouvernement américain a en gros reconnu l'existence d'extraterrestres et affirme qu'ils sont en contact avec eux depuis au moins 1947. Un article du Guardian rapporte que tous ces témoins attestent de la présence d'objets volants extraterrestres et pour certains, d'êtres extraterrestres même sur Terre. Certains dénoncent également une cachotterie gouvernementale. Le personnage central du film, Luis Elizondo, faisait partie du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, ATIP. Il qualifie cela de campagne de désinformation la plus réussie de l'histoire du gouvernement américain, représentant pas moins de 8 décennies de mensonges et de tromperies. Personne ne veut plus la vérité que Dan Farah, le réalisateur de ce documentaire intitulé « L'âge des révélations ». Il a passé 3 à 4 années à retrouver des personnes qui savent ce qui se passe. Il a parlé à des initiés de l'armée, des fonctionnaires gouvernementaux, des agents du renseignement et toutes les personnes qui détiennent des informations depuis des décennies. Son objectif, réaliser le film le plus crédible et le plus définitif jamais produit sur le sujet en révélant légalement tout ce qui pouvait l'être. Et le légalement soulève ici une importance cruciale, car une énorme partie de ce qui a été découvert reste classifiée. Cela signifie que certaines sources de Farah en savent bien plus qu'elles ne peuvent légalement révéler, sans disant finir enfermées dans un bunker souterrain quelque part. Mais même les informations disponibles brossent un tableau digne d'un thriller de science-fiction. Et une autre voie clé dans l'âge des révélations est celle de Jay Stratton, ancien chef du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés UAP. Avec Elizondo, ils ont passé près de 2 décennies à tenter d'extraire la vérité du système. Ils ont vu des choses. Elizondo a traversé l'enfer. Il a quitté le Pentagone en 2017, précisément parce qu'il en avait assez du secret. Depuis, il est devenu un lanceur d'alerte à part entière. Il a reconnu que certains hauts responsables avaient envisagé de l'éliminer pour le faire taire. En tout cas, selon ses dires. Et parmi les prétendues révélations du documentaire, les ovnis ont déjà montré la capacité d'activer et de désactiver nos armes nucléaires à volonté, ce qui serait terrifiant. Les ovnis se déplaceraient aussi d'une manière qui défierait toute logique. Ils auraient été observés passant de l'immobilité totale à une disparition au loin en un clin d'œil. Sans combustion, sans banque supersonique, rien. Selon les rapports, le gouvernement américain aurait récupéré une technologie qui défie les lois de la physique et a trouvé de véritables êtres non humains. Plusieurs espèces différentes d'êtres non humains selon des personnes ayant passé des décennies dans les renseignements et la défense. Les intervenants rajoutent même que les ovnis existeraient dans leur propre bulle des lois de la physique. Les scientifiques pensent désormais que ces engins opèrent dans un environnement spatio-temporel modifié, ce qui signifie que bien qu'ils semblent se déplacer à une vitesse folle pour nous, à l'intérieur de leur bulle, cela leur semble parfaitement normal. Ces ovnis semblent donc posséder leur propre physique, impossible à altérer de l'extérieur. Je vous l'accorde, c'est tiré par les cheveux. Puis, il a aussi récolté les témoignages des pauvres personnes qui prétendent s'être rapprochées un petit peu trop près de ces objets. Certains auraient subi des brûlures semblables à des radiations, des lésions internes et même la mort. Alors peut-être vaut-il mieux ne pas courir après cette mystérieuse lueur dans le ciel, juste par précaution. Tout cela paraît terrifiant, mais selon le documentaire, il y aurait aussi des raisons d'espérer. Par exemple, si ces êtres avaient voulu nous détruire, ils auraient clairement pu le faire depuis bien longtemps. Mais comme le dit Farah, il s'agit d'une situation très réelle avec des enjeux incroyablement élevés. Et c'est clairement le sujet le plus bipartisan de notre époque. Bien sûr, ce documentaire a été énormément critiqué. Même s'il tente d'être le plus sérieux et sourcé possible sur la gestion gouvernementale des informations UAP, les critiques notent que ce film ne prouve rien concrètement, donc difficile de le réfuter. IndieWire a déclaré que c'était l'argument le plus convaincant que l'on puisse faire sans montrer de preuves concrètes. Selon Farah, la sensibilisation du public est la pièce manquante de ce puzzle. Les responsables gouvernementaux ne donnent la priorité qu'aux sujets réclamés par le public. Et aujourd'hui, apparemment, trop peu de gens seraient conscients de l'ampleur des recherches sur les ovnis. Croyez-vous que ces lanceurs d'alerte disent la vérité? Laissez-moi vos avis en commentaire. Une civilisation perdue au Maroc. Quelque chose de fou a été découvert au Maroc et cela est en train de bouleverser les livres d'histoire. Pendant des années, les historiens ont donné tout le crédit aux Phéniciens pour avoir apporté la civilisation sur la côte atlantique du Maroc, il y a 3000 ans. Mais il s'avère que les populations locales
avaient déjà établi leur société un millénaire plus tôt, bien avant que les Phéniciens ne pensent même à traverser les mers. Les archéologues viennent de mettre au jour un établissement vieux de 4200 ans à Kashkouch dans le nord du pays, près des côtes méditerranéennes. Et cela réécrit complètement ce que l'on pensait savoir sur le passé de l'Afrique du Nord. Cette incroyable découverte prouve une bonne fois pour toutes qu'au lieu de débarquer dans une région vide et primitive, les navigateurs phéniciens venus d'Europe ont probablement trouvé une communauté déjà prospère qui avait sa propre façon de faire les choses, de l'agriculture à la construction. Les habitants n'attendaient pas les commerçants méditerranéens pour leur apprendre à vivre. Ils prospéraient déjà en tant que civilisation puissante et indépendante. Il est même possible qu'ils n'aient eu aucune idée de ce qui se passait en Europe, vivant en autarcie. Kashkouch est situé sur la côte nord-ouest du Maroc. Et les chercheurs y ont découvert des fragments de poterie, des ossements d'animaux et beaucoup d'éclats de pierre, probablement issus d'outils et d'armes fabriqués primitivement en frappant des roches entre elles. La méthode artisanale originelle, le DIY de la préhistoire. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Vers le XIIIe siècle avant notre ère, Kaka, non, ça le fait pas vraiment comme diminutif, on va garder Kashkouch. Bref, l'endroit s'était transformé en une communauté stable et organisée. Les maisons étaient construites avec la technique du torchis, c'est-à-dire des cadres de bois remplis de boue. Cette méthode de construction ancienne était tellement fiable qu'elle est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui dans certaines régions du monde. Et leur alimentation était très sophistiquée. Les fouilles ont révélé des restes d'orge, de blé, de haricots et de pois, prouvant que l'agriculture était déjà bien développée. Et avec plus de 8000 ossements d'animaux retrouvés, il est sûr de dire que ces gens ne manquaient pas vraiment de nourriture. Très bien, tout cela est fascinant. Mais qui étaient donc ces mystérieux habitants? C'est justement là que ça devient passionnant. L'histoire n'a jamais entendu parler d'eux auparavant. On a longtemps supposé que le Maroc était inhabité avant l'arrivée des Phéniciens. Et pendant des années, les livres d'histoire ont présenté les Phéniciens comme les civilisateurs venus en navire, installant leurs comptoirs commerciaux et introduisant la civilisation dans la région. Mais ces découvertes renversent totalement ce récit. En fait, les archéologues ont trouvé des techniques de construction hybride à Kashkouch, des structures qui mêlent les méthodes locales en briques de boue et des fondations en pierre de style phénicien. Cela suggère donc que les deux groupes ont cohabité et changé leur savoir-faire, au lieu que les Phéniciens n'aient simplement pris le contrôle de la région par la violence ou l'assujettissement. En résumé, l'histoire africaine vient de devenir beaucoup plus complexe. Les scientifiques n'ont même pas encore donné de nom à cette civilisation perdue. Avez-vous une bonne idée de nom? Si oui, partagez-la dans les commentaires. L'âge glaciaire transylvanien. Vous plaignez-vous encore d'une mauvaise prévision météo? Essayez de vivre dans un monde où la météo signifiait une angoisse existentielle. Je veux que vous imaginiez la vie dans les années 1500. Pas d'électricité, pas de plomberie intérieure, et la seule application météo dont vous disposiez consistait à fixer le ciel en espérant le meilleur. Maintenant, ajoutez-y certaines des fluctuations climatiques les plus extrêmes de l'histoire, et vous obtenez la Transylvanie pendant le petit âge glaciaire. Une année, c'était un désert glacé, l'année suivante, il faisait si chaud que les rivières s'asséchaient et disparaissaient. C'était un véritable enfer climatique. Ce que vous devez savoir sur le petit âge glaciaire, c'est que son nom est trompeur. Il a commencé au XIVe siècle comme une vague de froid mémorable, mais il a duré jusqu'au XIXe siècle. Nous venons à peine de sortir du petit âge glaciaire et nous sommes déjà en route vers une planète boule de feu. Et ce n'était pas vraiment un grand gel intense. C'était plutôt un chaos d'hivers brutaux, d'étés torrides et d'inondations qui faisaient de l'Arche de Noé un investissement presque raisonnable. Si cela vous semble familier, c'est parce que quelque chose de similaire se produit aujourd'hui, mais c'est un sujet pour plus tard. Pour la première fois, les scientifiques découvrent à quel point la vie était horrible pour les gens sur les terres de Dracula pendant le petit âge glaciaire, et ce, grâce à d'anciens journaux intimes. Ces journaux font partie de ce que les chercheurs appellent les archives de la société. Un journaliste, un blogueur de l'époque en gros, qui tenait un journal détaillé de sa vie, a écrit en 1540 sur un été particulièrement brutal. La sécheresse était si grave que les rivières se sont asséchées, les sources sont mortes, et les gens suppliaient les dieux de les aider. Une partie du journal dit « Le bétail tombait dans les champs et l'air était épais de désespoir alors que les gens se rassemblaient en procession pour prier la pluie. » Je pense que c'est assez explicite. Et c'était même peut-être pire. Certaines années étaient étouffantes de chaleur tandis que d'autres étaient glaciales. Les Transylvaniens ont vécu un véritable coup de fouet climatique, avec des hivers impitoyables qui alentissaient les récoltes
et forçait les gens à se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer. Les vieux journaux jettent une lumière nouvelle sur la manière dont les habitants de Transylvanie faisaient face à ces défis. Ils ont commencé à construire des villes plus intelligentes, ont déménagé sur des terrains plus élevés pour échapper aux inondations, et les infrastructures résistantes aux crues sont devenues une réalité bien avant que quiconque n'invente un projet de loi sur les infrastructures. Ils ont également maîtrisé la gestion de l'eau. Les systèmes d'irrigation ont été améliorés pour éviter que les cultures ne se transforment en poussière. Ils ont perfectionné le stockage alimentaire, car lorsque votre ville est à une mauvaise récolte de la famine, un plan de secours solide peut vous sauver la vie. Mais pourquoi devriez-vous vous soucier de quelques Transylvaniens du XVIe siècle et de leurs journaux sur la météo? Eh bien, parce que leurs luttes et leurs solutions sont étrangement pertinentes aujourd'hui. En examinant comment les sociétés du passé ont géré et survécu aux catastrophes climatiques, les gens d'aujourd'hui peuvent trouver des idées pour affronter les défis environnementaux modernes. Qu'il s'agisse de la gestion des inondations, de l'adaptation des cultures à la sécheresse ou simplement de la préparation mentale à une météo imprévisible. Si tout le reste échoue, nous pouvons toujours ramener l'ancienne tradition de crier au ciel en espérant qu'il écoute. Ou en cas de situation désespérée, peut-être quelques sacrifices d'animaux. Je plaisante. Les crânes allongés secrets de Malte. Revenons à Malte et poursuivons notre voyage à travers l'histoire secrète des anciens temples de l'île. Malte n'était pas seulement le foyer de géants, c'était aussi l'endroit où vivaient des personnes au crâne allongé. Les crânes allongés, ces déformations du crâne ont été retrouvées partout dans le monde. Du site de Outaoumougha en Chine jusqu'au célèbre crâne de Sealand, ces structures osseuses étranges laissent les scientifiques perplexes à se gratter leur crâne non allongé. Alors de quoi s'agit-il exactement? S'agit-il de mutations génétiques? Ont-ils été délibérément déformés? Résulte-t-il d'une ancienne tendance de beauté mal interprétée? Ou étaient-ils les infiltrateurs extraterrestres ultimes se promenant tranquillement au sein de la civilisation humaine? Eh bien, les tout premiers crânes allongés remontent à aussi loin que 8500 ans avant notre ère. Et il s'avère que Malte est l'une des capitales mondiales quand il s'agit de crânes allongés. La maison de l'hypogée de Al-Saflieni, le seul temple souterrain préhistorique connu au monde, s'est révélé être un site de sépulture de masse contenant des crânes allongés. L'archéologue maltais Sir Themistocles Amit, un nom tout droit sorti d'un roman de Sherlock Holmes, y découvrit des milliers de squelettes au début des années 1900, dont beaucoup présentaient des formes crâniennes anormales. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. Pendant des décennies, ces crânes furent exposés au Musée national d'archéologie de Malte. Je sais que je parle souvent des choses bizarres qui semblent impossibles, mais ces crânes étaient bien dans un musée officiel. Des touristes les prenaient en photo et les admiraient, du moins jusqu'en 1985, date à laquelle les crânes disparurent mystérieusement de la vue du public. Héritage Malta, l'organisation chargée des artefacts préhistoriques de l'île, décida tranquillement de les cacher au public. Mais pourquoi? Qu'avait-il à craindre? Récemment, une poignée de ces crânes ont refait surface, mais pas tous. Seulement 6 des 11 originaux ont été revus récemment. Mais que sont devenus les autres? Pour l'instant, aucune réponse officielle. Heureusement, des chercheurs comme le Dr Anton Mifsud et le Dr Charles Savona Ventura ont examiné les crânes avant qu'ils ne disparaissent. Et contrairement à d'autres cas de déformation crânienne artificielle, certains chercheurs ont suggéré que ces crânes pourraient être naturellement allongés. Cependant, il n'existe pas de consensus scientifique sur cette hypothèse. La plupart des crânes allongés sont le produit d'une déformation crânienne artificielle, mais ce n'était pas apparemment le cas ici. En tout cas, ça reste à prouver. L'examen initial a également démontré qu'il manquait des structures crâniennes clés, comme par exemple la suture sagittale, l'élément qui maintient ensemble un crâne humain. Et jusqu'ici, ce mystère anatomique reste inexpliqué. Plutôt que d'y voir des mystères irrésolus ou des récits extraordinaires, ces découvertes nous invitent à reconsidérer notre compréhension du passé, explorer des pistes négligées par l'archéologie traditionnelle et à rester ouvert à la complexité des sociétés humaines anciennes. Et ce que Neil Armstrong a vu dans cette grotte est resté secret pendant près de 40 ans. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.